Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Chiconi FM. Merci de nous être fidèles. Bienvenue à travers cette édition. Et nous allons parler de la littérature pour ce soir à Mayotte. Nous avons une autrice avec nous. Aujourd'hui, dans la voie de transmission, nous recevons notre invitée exceptionnelle. Il s'agit de Madame Naïma Essa Diallo. Bonsoir Madame. Bonsoir. Merci. Et pour m'aider à faire cette édition, à réaliser, à produire cette belle édition, nous avons Raza parmi nous. Bonsoir Raza. Bonsoir. Merci. Nous nous intéressons d'ailleurs à ses œuvres littéraires. Professeure de sciences, mais aussi une femme de lettres, autrice engagée. Elle a su donner une voix à l'intime, à la mémoire et à la quête du sens à travers ses 3 ouvrages. Comment suis-je devenu prof? Et notre ouvrage également intitulé La transmission et un autre, Ma fille. Des titres à résonance et aussi qui retracent toute une vie, mais aussi comme des messages d'espoir à toute une génération. Naïma, qui vous êtes réellement, vous? Alors, je suis, comme vous l'avez dit, une femme, une maman, une autrice et j'aime transmettre la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Voilà. La voix de ceux qui ne peuvent pas parler passe par l'écriture. Le choix d'une plume remonte de quand? Alors, j'écris depuis que je suis jeune. Quand j'étais petite, j'écrivais simplement pour moi, pour partager mes émotions sur une feuille de papier. Et puis après, parfois, je lisais à certaines personnes, mais vraiment, c'était pour moi. Et j'ai aussi très tôt eu l'amour des histoires qu'on peut raconter à d'autres personnes et par les histoires pouvoir transmettre des leçons de morale. Donc j'aime beaucoup les contes. Et donc quand j'étais petite, j'en inventais aussi énormément. Et je les racontais aussi à qui voulait entendre. Donc voilà, c'est l'amour de l'histoire. Alors quelle a été votre première émotion dès que vous vous êtes mis à l'écrit? Donc au départ, quand j'écrivais, mon émotion c'était plus un soulagement, puisque quand on est jeune et qu'on écrit, c'est plutôt sous la forme de journaux, journaux intimes, etc. Donc c'était plus pour pouvoir relater des événements et puis pouvoir en sortir quelque chose de beau, puisque dans la vie nous arrive toujours des choses, des belles choses et des moins bonnes. J'essaie toujours de sortir le meilleur d'une situation en la racontant, en l'écrivant. Alors j'avais cet ami imaginaire que j'appelais écriture, et écriture m'écoutait et me donnait des clés pour pouvoir mieux comprendre le monde qui m'entourait. La réussite d'une vie, la quête aussi d'une recherche rapprochée. Vous êtes à la fois humaniste, vous, dans vos écrits, nous l'avions d'ailleurs remarqué. Vous êtes aussi professeur de sciences. Cette vocation, l'écriture, d'où vient tout ça? La science, c'est tout simplement la volonté de comprendre le monde. Je me suis toujours posé énormément de questions. Je me rappelle que depuis l'âge de 4 ans, on se posait des questions sur qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi on va partir. On posait des questions à tout le monde et puis on ne trouvait pas vraiment de réponse. Et donc en fait, la science, c'est vraiment l'idée de comprendre comment le monde fonctionne. Et pour moi, l'écriture, c'est la même chose. On essaie de comprendre l'esprit humain. On essaie d'aller plus loin que les apparences. Et donc, pour moi, c'est exactement la même chose. Souvent, on nous dit l'apparence est souvent trompeuse. Oui. Est-ce une vérité? Oh, tout à fait. Je pense que je pars du principe que nous portons tous un masque pour pouvoir nous protéger, nous défendre aussi, parfois pour attaquer. Donc, on porte tous un masque et souvent, avec l'écriture, on creuse beaucoup plus loin que ce masque. On va sur l'essence même de l'individu. Et donc, pour moi, c'est la recherche du vrai. L'écriture en vous, ça peut être aussi une sorte de libération? Oui, tout à fait. Je pense que toutes les personnes qui l'ont fait, qui ont utilisé l'écriture comme une thérapie, le savent et témoigneront de la même chose. L'écriture nous permet tout simplement de revenir à l'essentiel et de ne pas se laisser submerger par les émotions. Et juste pour corriger, le livre Oh ma fille, c'est vraiment le livre de mon père que je présente aujourd'hui, parce que c'est le premier que j'ai vu utiliser l'écriture comme moyen de libération, comme moyen d'émancipation. Et donc, j'ai simplement suivi sa voie derrière.
Avant de retourner à la source, nous allons nous intéresser d'ailleurs à votre ouvrage qui est plus actuel, un roman. Comment suis-je devenu prof? Une quête d'une évocation, d'un rêve, d'une sorte de révélation en vous. D'où vient cette idée? Alors, comment je suis devenue prof, c'est un roman qui est écrit, donc c'est une fiction, qui est écrit comme une biographie. C'est-à-dire que je m'identifie totalement, totalement au personnage principal, Selma Sy, que je suis donc depuis qu'elle est très jeune, donc elle a à peu près 4 à 5 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne enseignante, comme l'autrice. Donc je la suis et je m'identifie à elle et tout simplement c'est un moyen, je pense, comme je disais tout à l'heure, de donner de la voix à ceux qui ne peuvent pas parler, c'est-à-dire les enfants, les femmes aussi qu'on écoute un peu parfois, et leur faire émerger leurs ressentis et aider aussi d'autres personnes à les comprendre, puisque ceux qui ne parlent pas beaucoup, on a du mal à les comprendre et puis on a plus tendance à ne pas tenir compte justement de leur ressenti. Et donc c'était pour moi une manière de donner de la voix à tous ces jeunes qui vivent notamment dans les cités ou alors ici dans des endroits qui sont difficiles et qui ont simplement envie d'améliorer leur vie. Et cet ouvrage découle de votre expérience en tant que prof, ou c'est déjà une sorte de révélation qui s'est manifestée comme ça? Alors je me suis beaucoup inspirée de mon expérience en tant que prof, puisqu'en tant qu'enseignante, on entend beaucoup de choses. Quand j'ai écrit ce livre, ça faisait quelques années que j'enseignais. J'enseignais en région parisienne, dans une cité, un contexte qui était un peu compliqué. Je voyais beaucoup d'enfants, beaucoup de parcours, et puis je suivais les enfants et je me suis dit, ce serait bien qu'ils aient une histoire qui leur parle, qui leur ressemble, avec un personnage qui a les mêmes préoccupations qu'eux, et peut-être que par là, je pourrais faire passer un message. Et donc c'était de là qu'est venue cette idée-là. Les idées ne manquent pas d'ailleurs à travers cet ouvrage, parce que derrière, vous évoquez ce personnage. Nous, quand on lisait, on se disait, est-ce que c'est Naïma ou est-ce que c'est un personnage imaginé? D'ailleurs, à la fois simple, mais aussi un titre très intriguant, qui nous donne aussi envie d'aller plus loin. Il y a aussi une sorte d'émancipation autour de cet ouvrage, parce que vous êtes parti de votre vécu en tant que professeur. Vous êtes revenu au collège. Ça vous donne quelle sensation, quelle position en tant que prof face à ces enfants, ces élèves? On retrouve les mêmes élèves qu'avant? Alors, en termes d'expérience, je ne sais pas si je pourrais dire que ce sont les mêmes qu'avant. Aujourd'hui, ça fait à peu près 11 ans que je suis enseignante. Le monde change, mais finalement, les enfants restent les mêmes. Ils ont tous les mêmes préoccupations. Ils sont tous dans des situations qui leur paraissent parfois insurmontables. Et je dirais que se dégagent les mêmes profils. Et ce que je voulais faire passer comme message, c'est que c'est pas forcément le plus intelligent, on va dire, comme on aime l'intelligence mathématique. C'est pas forcément le plus intelligent qui réussit, non pas non plus celui qui a les meilleures conditions de départ. C'est plus celui qui a l'idée que c'est possible. Et ce que j'aimerais vraiment que les jeunes comprennent, c'est que c'est possible pour tout le monde. Mais il suffit d'avoir cette idée-là, cette idée que, ok, moi aussi je peux le faire, moi aussi je peux y arriver, peu importe les conditions dans lesquelles je suis chez moi quand je rentre, peu importe que j'ai les moyens de m'offrir ce que je veux ou pas. Vraiment, je peux y arriver, puisque on a tous finalement la capacité d'améliorer notre vie. Et pour ça, il faut croire en nous, et il faut aussi que quelques personnes de confiance croient en nous aussi. Donc, merci. Voilà. Raza, quelques mots autour de cet ouvrage qui est très inspirant. Vous avez dit que dans votre ouvrage, vous êtes représenté à travers un personnage, et donc ce personnage gravit les échelons jusqu'à devenir prof. Moi, je voudrais vous demander aujourd'hui, quel moment vous a le plus marqué dans votre parcours d'enseignante? Dans mon parcours d'enseignante, je pense que il n'y a pas vraiment de moment particulier qui me marque, c'est juste j'essaye chaque jour d'apporter
d'apporter ma pierre à l'édifice. Chaque jour, j'essaie aussi de m'améliorer en tant qu'enseignante, de trouver des méthodes et des choses qui pourraient m'aider à mieux faire mon travail. C'est un travail qui est humain, c'est un travail qui demande beaucoup de psychologie et beaucoup aussi de recul. Puisqu'on a face à nous des personnes, moi je travaille qu'avec des adolescents, ce sont des personnes qui parfois n'ont tout simplement pas le cœur à apprendre parce que ce jour-là il s'est passé telle ou telle chose dans leur quotidien. Donc c'est pas évident pour eux, tout comme c'est pas évident pour l'ensemble des enseignants et tous ceux qui travaillent dans l'éducation, et même pour les parents. Donc j'essaie simplement chaque jour, humblement, de m'améliorer en tant qu'enseignante, mais aussi en tant que mère. Donc au final, je ne dirais pas qu'il y a vraiment des moments marquants, simplement parfois, on ne le fait pas pour ça, mais parfois on reçoit des lettres d'enfants, des choses qui me font beaucoup pleurer. Enfin, je trouve que quand un enfant prend son temps pour écrire un message, c'est des choses qui me marquent profondément. Et voilà, donc parfois c'est ce genre de moment où on vous dit merci. Ou parfois les retours, puisque les premiers élèves que j'ai eus aujourd'hui, ce sont des personnes qui travaillent, enfin voilà. Donc parfois des retours, quand on essaie de prendre des nouvelles, et puis des merci, ça marque. On ne le fait pas vraiment pour ça, mais ça marque beaucoup. Je voulais demander aussi, du coup, vous avez enseigné en métropole et à Mayotte. Est-ce que vous voyez une grande différence entre les élèves? Parce que vous avez cité les cités, du coup, et les milieux un peu défavorisés à Mayotte. Est-ce que vous ressentez une différence entre la métropole et Mayotte? Il y a forcément des différences, forcément. Mais en même temps, un enfant reste un enfant. Un adolescent reste un adolescent, un enfant de 11 ans ressemblera à un enfant de 11 ans partout dans le monde, surtout dans un contexte défavorisé ou un peu difficile. Ce sont souvent des enfants qui sont courageux, qui ont une grande maturité aussi, qui ont une grande intelligence sociale, d'accord, qui savent exactement ce qu'on ressent au moment où on le ressent. Donc si un jour je me lève, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas bien, je n'ai pas bien dormi, ils le savent tout de suite. Et si un jour je suis contente, ils le savent avant même que j'arrive. Donc cette manière d'observer le monde, moi je trouve ça admirable. Et puis après, voilà, les mêmes difficultés, que ce soit en cité, là où j'étais, ou ici, c'est-à-dire des difficultés dans les apprentissages, ça on le voit beaucoup. Donc non, je dirais que c'est des contextes qui se ressemblent, malgré le fait qu'on soit éloigné de plus de 8000 km. J'ai une question, beaucoup plus déambulatoire, si j'ose dire. Parce que je vais rentrer en profondeur à travers cet ouvrage. Vous soutenez également des idées autour du courage, de la culture, l'autodérision par moments aussi à travers cet ouvrage, et aussi vous vous mêlez aussi de l'humour. Pourquoi tous ces maillages? Alors, en fait, moi, quand j'étais petite, les histoires qui m'inspiraient, c'était les contes, comme on dit, et dans les contes, il y a tout ça. D'abord, il y a les chansons. Dans les contes, il y a énormément de moments où on est vraiment, on rigole. Voilà, on est bien, on rigole. Et c'est comme ça qu'on fait passer un message. C'est par l'émotion. Parce qu'un conte, on le raconte souvent à des enfants. On ne peut pas venir faire un essai philosophique à un enfant. Ça ne rentrera pas, ça ne marchera pas. Donc, dans une histoire, je trouve que pour qu'elle soit complète, il faut tout ça. Il faut des moments d'émotion, il faut des moments où on a le cœur qui bat en suivant le personnage, il faut des moments où on rigole. Et puis, comme vous disiez, l'autodérision, je trouve que c'est important. On est quand même un auteur, ou n'importe quel artiste, il se met à nu. Donc, si on pense qu'on est le plus beau, le plus fort, etc., on sera vite, on va dire vite déchanté. Et je pense que c'est important de comprendre que rien n'est parfait, personne n'est parfait. Et puis, on dédramatise un petit peu les choses et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de partager les œuvres. Et je pense que ça peut être intéressant pour ceux qui écrivent, qui ont gardé leurs écrits dans les placards. En fait, on n'attend pas de la perfection d'un ouvrage ou d'une œuvre. On attend simplement du vrai. Donc, dans le vrai, dans mes livres, ma plume est un miroir de la personne que je suis, tout simplement. Et derrière, on sent déjà ce message envoyé, cette lettre, cette invitation à envoyer à la jeunesse mahoraise. C'est une sorte d'encouragement aussi. Oui. J'ai eu la chance d'être encouragée, justement, dans ces moments de créativité, de création. J'étais petite, j'écrivais... mon premier ouvrage, c'est vraiment une bande dessinée. J'aime dessiner également. J'avais 7 ans, j'ai montré ça à ma famille. Mon père m'a encouragée
ça m'a marqué, puisqu'après j'ai voulu continuer. Je ne saurais même pas vous dire ce que j'ai vraiment voulu montrer par ce petit livre. Là, je m'intéressais aux arbres et les arbres discutaient entre eux dans une forêt. Mais l'émotion qui en est ressortie, c'est que je suis fière de moi, il m'a dit que c'est beau, il m'a dit que c'est bien. Et donc, en fait, je pense que c'est bien que tout le monde comprenne que, ok, si vous n'avez personne pour vous encourager, encouragez-vous vous-même. Tout à fait. On a commencé quelque chose, on a réussi à le terminer. Pourquoi le garder pour nous? Une belle transition d'ailleurs pour passer à l'ouvrage suivant, à la fois une mémoire d'une vie et aussi on a une sorte de l'immortalité qui se dessine à travers la transmission. Vous aimez beaucoup transmettre, vous? Oui. Pourquoi ce choix? Alors, j'ai l'impression que, enfin, comme beaucoup, un être humain, il a une existence qui est finie. On ne peut pas aller au-delà de 100 ans, on ne peut pas aller au-delà de... Bon, voilà. Et pour que cette existence elle ait du sens, on essaye de transmettre. On essaye d'une certaine manière de survivre à la mort. Alors certains font des enfants, certains écrivent des livres, certains peignent des tableaux et certains créent des associations, peu importe. Et je pense que c'est une quête perpétuelle d'immortalité pour qu'on se dise, ok, ma vie, ça a valu la peine que je vienne sur Terre, ça a valu la peine, j'ai laissé quelque chose, et en partant, je ne pars pas tout à fait. Donc voilà. Alors, un petit passage de votre livre nous intéresse. D'ailleurs, notre rédaction a fait des investigations autour de cet ouvrage. Ce monde n'a aucun sens, selon vous. Tu es embarqué dans un navire qui est voué à couler avec des compagnons que tu n'as pas choisi et où il n'y a aucun capitaine dedans. C'est quand même fort comme révélation. Et d'ailleurs, personne ne l'imagine aujourd'hui. On vit, on part à droite à gauche, on essaye de partager des moments, etc. Mais on n'imagine jamais l'après. Mais vous l'avez déjà. D'où viennent toutes ces inspirations? De réflexion personnelle. Honnêtement, quand on se questionne un petit peu sur le pourquoi nous sommes là, il arrive très rapidement qu'on soit dépassé. Je parle de là, je parle tout simplement du contexte, même le monde tel qu'il est. On a tous des idées sur comment le monde devrait être. Puis on constate que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça. Okay, il y a quand même des gens qui se haïssent, il y a quand même des gens qui s'entretuent, il y a quand même tout ça. Et quand on recherche justement le sens de notre existence, eh bien il arrive qu'on soit découragé par tout ça. Donc c'est simplement ce constat que pense justement un personnage de mon livre qui s'appelle Ilyes. C'est un constat simplement... à quoi ça sert qu'on soit là si personne ne sait pourquoi il est là et personne ne sait où il va. Et donc dans le livre, on essaie de répondre justement à ce questionnement de ce personnage-là, parce que ce sont exactement les mêmes questions, je pense, que tout un chacun pourrait se poser. Il y a aussi une sorte de métaphysique dans tout ça. Et là, on vous retrouve en vous, en tant qu'enseignante en sciences. On retrouve en vous cette partie mélancolique. Et aussi... il y a aussi une sorte d'espérance que vous remettez en avant aussi derrière. Vous baissez, mais tout de suite vous relevez pour essayer aussi de motiver cette jeunesse à se remettre en question, souvent. C'est important. On ne nie pas la souffrance, justement. On ne la nie pas, on la comprend. On l'a ressenti nous-mêmes lorsque nous étions plus jeunes. On la comprend. Et on met des mots là-dessus. Parce que c'est important, quand quelqu'un souffre, venir dire « Ok, lève-toi, tout va bien se passer », ça ne marche pas. Mais d'abord, lui montrer qu'on la comprend, qu'on a nous-mêmes vécu la même chose, et que par-delà ces moments difficiles, et par-delà ces moments où on a l'impression que rien ne va, il y a quand même une lumière. Et c'est ce que je ressors dans les deux livres, c'est de trouver, chacun sa manière, la manière de surmonter les obstacles en étant nous-mêmes, en trouvant notre voie. La transmission, Raza, vous inspire aussi. Oui. Vous êtes inspirée, certainement. Vous avez peut-être des questions aussi à
à poser à notre autrice. Dans Transmission, le personnage Mariam a donc un don particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce choix et de sa symbolique? Et aussi, moi, je voudrais savoir pourquoi le prénom Mariam, tout d'abord. Alors, le prénom Mariam, tout simplement, pour répondre très succinctement, tous mes personnages prennent place dans ma conscience d'une manière... Enfin, pour moi, ils s'imposent à moi. Quand j'écris un livre, je ne sais pas ce que je vais écrire, mais lorsque je m'assois, c'est comme si un film était raconté et je ne suis que le canal qui écrit ce film. Donc les personnages s'imposent à moi dans toute leur complexité, avec leurs prénoms et leurs histoires. Par exemple, en tant qu'auteur, je ne juge aucun personnage. Aucun. Je n'ai aucun... Je ne vais pas m'intéresser plus à un personnage qu'à un autre. Je suis un personnage qui est en train de voir des protagonistes autour de lui, mais il s'impose à moi dans les deux livres. Donc voilà, je ne peux pas vous dire d'où vient ce choix. C'est de l'inconscient, ça s'est imposé à moi en tant que tel. Maintenant, pour le don, la symbolique, si je reviens maintenant au monde réel, je suis persuadée que chacun de nous a un don. J'en suis persuadée. Et que justement, on est complet quand on arrive à trouver ce don, à se l'approprier et à grandir avec ce don, sans chercher à le comprendre. Voilà. Donc, certains d'entre nous sont doués pour transmettre des émotions. D'autres sont doués pour créer des histoires. D'autres sont doués pour aider les gens, c'est-à-dire rien que quand ils leur parlent, ça aide les gens. Donc, je pense qu'une fois qu'on a trouvé ce pourquoi on est bon, eh bien, on peut s'exercer pour devenir encore meilleur. Et puis après, notre existence change complètement. Là, on change de paradigme, on n'a plus peur d'être nous-mêmes. Donc voilà, c'était par rapport à ça que Myriam, elle a ce don particulier, mais je pense que nous en avons tous un, et il suffit de l'exploiter pour se sentir pleinement vivant. On constate aussi une sorte de synergie, parce que vous parlez aussi d'une mémoire collective dans votre transmission, dans votre manière de transmettre. Et c'est là où l'identité même de vos écrits se révèle, parce que vous remontez à la source. Vous remontez à la source et vous vous focalisez à travers cet ouvrage. Tout vient de là. Tout vient de cet ouvrage. La naissance de la transmission, comment devenir prof, tout est rentré là. Et vous vous en êtes inspiré pour faire en vous cette fille envoûtante, on va le dire, hein, parce que ça a été évoqué. Ma fille est une œuvre envoûtante. C'est dedans. C'est votre père qui l'a raconté, tout ça? Tout à fait. Pourquoi ce choix de mettre en avant l'idée de nos parents? Alors, je pense qu'il est important de comprendre qu'on fait partie d'un maillon, d'une chaîne, et ça ne s'arrêtera pas à nous. On transmettra, si on a des enfants, à nos enfants ou aux gens qui nous entourent. Et ça ne s'arrête jamais. Et quand on remonte de plus en plus, on va trouver des choses qui vont nous aider, qui vont nous faire comprendre tout simplement qui on est. Mon père donc il est décédé il y a cela 10 ans, c'est pour ça que ce livre ressort aujourd'hui, c'est une manière de commémorer son héritage. Mon père était quelqu'un de profondément humaniste. Il avait cette capacité à comprendre les gens, et cette capacité à ne pas juger, chose que j'ai toujours beaucoup admirée. Et donc il a écrit ce livre quand il était vivant, bien entendu, et il l'avait déjà distribué à l'époque, parce qu'il avait cette idée-là qu'une œuvre doit pouvoir être lue par un maximum de gens, donc il avait distribué à l'époque donc aux écoles primaires. Donc il voulait vraiment que les enfants lisent de plus en plus. Donc nous aussi on l'avait, cet ouvrage, ma fille. Et lorsqu'on est parti pour faire nos études, c'est un ouvrage qui nous a accompagnés. Donc voilà, quand on quitte Mayotte et qu'on est étudiant, on est un peu seul, on est un peu perdu. Et puis parfois c'est facile d'abandonner aussi.
parce que les études ne sont pas forcément évidentes dans un contexte où il faut déjà se débrouiller pour pouvoir trouver un équilibre de vie. Ce livre m'a aidée. Donc je lisais souvent les poèmes, comme le poème Oh ma fille, j'en lisais d'autres. Et je sais que je ne suis pas la seule que ça a aidé. Mes sœurs m'ont fait le même retour. Et surtout, même des gens que je ne connaissais pas qui m'ont dit non, j'ai lu les poèmes de ton père, etc. Ça me permettait voilà, de voir la vie autrement. Donc par rapport à ça, je dirais que même si bien sûr un parent ne peut pas être le même qu'un enfant, et justement les enfants sont différents des parents, et ça c'est quelque chose que j'essaie aussi de bien faire comprendre autour de moi, personne ne sera identique à son parent. Aujourd'hui, je représente mon père dans cet ouvrage-là, mais Dieu sait combien mon père et moi étions différents. Et c'est pour ça que je le remercie, parce que dans cette différence-là, il n'a jamais voulu effacer qui j'étais. Et j'essaye de faire comprendre aussi que si on aime vraiment quelqu'un, on l'aime tel qu'il est, avec ses différentes facettes, ses défauts, ses qualités, et chacun a son cheminement propre. Donc, si ça a pu nous aider, ça peut aider d'autres personnes. Et donc, avec mes sœurs, on a décidé de le ressortir aujourd'hui avec les éditions Rivisi à Maoré, qui n'existaient pas à l'époque. Donc, Fumo Silahi fait un travail extraordinaire. Et donc, ça nous a permis aujourd'hui de partager sa philosophie, qui nous a accompagnés et qui, aujourd'hui, que j'essaie de transmettre aussi. Un petit passage nous interpelle. La parole des parents est une racine invisible. C'est vrai. Tout à Même fait. si on ne l'évoque pas souvent. Mais on s'en souvient. Il y a aussi une sorte de souvenir qui se révèle. Et cette coécriture, vous la vivez toujours, cette partie? Vous vous inspirez toujours de cet ouvrage pour avancer plus loin dans vos réflexions? Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir des écrits de mon père, mais je pense qu'on fait tous absolument ça. Lorsqu'on perd un parent, il y a des mots qui nous reviennent, que les parents aient écrits ou pas, qu'ils étaient... Enfin, les mots nous reviennent. Et il y a parfois des moments, quand on s'assoit, on se dit « Ah, un jour, ma mère m'avait dit ça ». Et ça nous marque. Alors que sur le coup, on était passé comme ça, sans s'en rendre compte. Donc on fait tous ça, et souvent on dit « Ah, un jour, mon grand-père m'avait dit ça », on dit ça à notre enfant, l'enfant aussi il le retient, il le dit à d'autres. Donc cette transmission, elle se fait toujours, que ça passe par les écrits ou par l'oral. Il y a forcément des mots qui nous marquent. Et quand c'est pas un parent, ça peut être un fundi, ça peut être un ami, mais les mots marquent. Seulement les écrits restent. Raza, quelques mots autour de cet ouvrage, ma fille? Moi, je suis totalement admirative de votre parcours. Je pourrais vous écouter parler pendant des heures et des heures. Et là, je n'ai pas de questions parce qu'à chaque fois que j'essaie de poser une question, vous y répondez directement. Et je trouve ça magnifique. C'est tout un symbole aussi. Nous l'avions d'ailleurs évoqué en off. Elle va tout nous dire sans qu'on ait à la poser d'ailleurs ces questions. Une question, en quoi l'écriture à Mayotte est aussi un acte de résistance culturelle, selon vous? Parce qu'on parle beaucoup de la culture, l'éducation à Mayotte. Un acte de résistance, tout simplement parce qu'on laisse une trace. On laisse une trace. Il est facile d'effacer la mémoire collective. Voilà. Avant, quand on attaquait un empire, eh bien, on brûlait les bibliothèques, on brûlait tout ce qui était écrit, les manuscrits, parce qu'on voulait effacer tout simplement la trace et la culture de ces personnes-là. Aujourd'hui, on a forcément des choses qui sont importantes pour nous, mais demain, le monde, il change. Et pour moi, écrire, laisser justement cette marque indélébile dans le temps permettra à nos descendants de comprendre qui nous étions. Donc, c'est important. J'invite toutes les personnes qui ont des écrits dans les placards, j'en connais beaucoup, à dépasser leur peur et à se dire, ok, c'est pour l'ensemble du territoire, c'est le témoignage d'une seule personne, mais c'est universel quand même. Donc je peux le partager. On comprend mieux l'origine de cet héritage en vous, parce que vous n'arrêtez pas de vous cultiver dans votre passé pour aller plus loin. C'était juste ça, une transition d'ailleurs
l'espoir, la connaissance, la transmission, l'engagement littéraire aussi. Il y a très peu de femmes mahoraises qui écrivent. C'est un constat que je fais, mais peut-être pas forcément identifié. En termes de nombre, je ne pourrais pas vous dire. Ce que je sais, c'est que les femmes écrivent. Ce qui nous empêche parfois de partager nos écrits, donc de les publier. Ce qui nous empêche de le faire parfois, c'est la volonté de préserver ce qui nous est le plus cher, notre intimité. Et souvent, vous l'avez dit tout à l'heure, quand on écrit l'intime. Et c'est pas évident dans une société où justement la femme représente le foyer, la femme elle a une certaine image à garder pour être bien vue en société. C'est pas évident parfois d'écrire et de mettre à nu l'intimité encore une fois, mais vraiment la profondeur de son âme. C'est pas évident, c'est un risque. Et parfois, il n'est pas évident de dépasser cette peur-là. Et voilà, mais je pense pas qu'elles écrivent moins, je pense qu'au contraire, les femmes écrivent beaucoup, les femmes lisent beaucoup, mais peut-être qu'en ce moment, il y en a un petit peu moins qui ont fait le pas de partager. C'est votre côté scientifique qui vous donne cet axe de révélation plus que les autres, parce que nous avions constaté aussi à travers d'autres éditions que ceux qui sont plus ou moins centrés autour de la littérature purement et durement se méfient beaucoup avant de se lancer. Par contre, vous révélez facilement. On a une certaine facilité, peut-être que vous les avez peut-être déjà expérimentés ailleurs, peut-être, certainement. Mais on a aussi ce jeu de victimisation qui se révèle souvent aux écrivains qui arrivent. Et on se pose souvent la question, mais on ne trouve jamais de réponse. Pourquoi vous victimisez? Vous avez peur de vous révéler, de dire des fausses informations, de donner des mauvaises idées aux lecteurs? Victimisation dans quel sens? J'ai pas bien compris la question. Ils ne vont jamais jusqu'aux profondeurs de la question posée. Mais là, vous avez pris ce risque d'y aller. C'est quand même important aussi de le souligner en vous. Peut-être c'est aussi une différence d'une littérature pure et dure. Souvent, la science, c'est justement la recherche c'est une approche méthodique pour comprendre les choses, et en sachant que jamais on ne trouvera la vérité. Mais c'est une approche méthodique. Et étant donné qu'on ne trouvera jamais la vérité, et que chaque fois qu'on a une théorie, on sait que 10 ans plus tard, elle sera réfutée, une autre reviendra, il n'y a pas ce complexe-là de est-ce que je dis vrai ou pas, est-ce que... Non, actuellement, voilà le cheminement de pensée actuel, et puis demain, ça changera, c'est pas grave. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, j'aurais pas ce complexe-là, simplement de me dire que quand j'écris, c'est la vérité d'un instant. Ça changera. Même moi, quand je me relirai, je me dirai « Ah bon ?» parce que tous les jours, on change. Mais c'est pas grave. La vérité d'un instant peut très bien toucher les gens. D'ailleurs, on est tous là pour évoluer. Celui qui écrit un livre et qui écrira le même 10 fois, ça n'a pas d'intérêt. Donc forcément, les choses évoluent, comme en science, comme dans la vie. Et non, c'est pas un souci. Ok. Merci en tout cas pour votre venue à Chicoli FM. Où est-ce qu'on peut s'en procurer vos livres? Dans les librairies de Mayotte, vous pourrez avoir les livres. La bouquinerie de Passamainti, en petit air à votre service, à la Maison des Livres, au Fil du Calam à Chirungui. Et vous pouvez également, pour ceux qui sont en métropole, vous les procurer sur Amazon. D'accord. Voilà, tout simplement, livrés chez vous. En tout cas, merci pour votre persévérance et votre engagement. D'autres romans qui arrivent certainement. Cette fois-ci, ça serait un titre plus politique peut-être aussi. Parce qu'on a découvert aussi une sorte de philosophie en vous qui est très réelle et très humaniste. Et ça, c'est bien. Encourager cette jeunesse à évoluer et aussi à faire évoluer nos mœurs, c'est aussi révélateur du succès de notre société, parce que la société mahoraise, et encore une fois, je le redis, est en pleine mutation. Il faut la préserver jusqu'au bout. Et face à ces écritures
on peut s'en inspirer aussi, se donner les moyens. Et l'au-delà, peut-être, on en parlera. Mystère, mystère. Voilà. En tout cas, merci pour votre venue à Chiconi FM. On ne peut que vous encourager. Et puis, on vous dit à très bientôt et bon courage. N'hésitez pas d'ailleurs à retourner à Chiconi FM. Ici, on ne parle pas, on n'a pas de tabou. Hein, donc, c'est vraiment, on centre autour de ces ouvrages qui nous entourent. C'est une très bonne chose. Hein. C'est à la fois une édition littéraire, ça peut être aussi éducative, hein, tout ce qu'on fait ici. Certains jeunes vont revenir à travers cette édition pour aussi se cultiver et lire aussi ce bouquin pour vérifier certaines informations. Alors tout à l'heure, j'ai évoqué, vous étiez une fille émouvante et non pas une fille envoûtante. Émouvante, voilà, ça a été évoqué dans le livre Ma fille. Merci de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Merci.